Bonjour à tous, petite première avec les éco-kinés. Donc, on a décidé de changer un petit peu de format pour aborder différents sujets en rapport avec l'écologie et la kiné. Donc, aujourd'hui, on va interviewer Elsa, donc, qui nous suit il y a pas mal de temps, et on va aborder le sujet de la micronutrition. Est-ce que ça peut être un bon outil pour les éco-kinés? Donc, Elsa, je vais te laisser te présenter, et puis après, on va dérouler un petit peu les différentes thématiques. Ok, bonjour, bonjour à tous. Merci Étienne de m'accorder ce petit temps ensemble. Donc, je m'appelle Elsa Joanne, je suis kiné depuis 2007. En kiné, j'ai travaillé donc depuis 14 ans uniquement en libéral, à plein d'endroits différents. Il y a 2 ans, j'ai déménagé d'Alsace où j'avais toujours vécu dans le Limousin, proche de la Dordogne, en milieu rural. Donc, je pratique toujours la kiné en libéral. Et depuis le début de mon activité, je me suis beaucoup formée dans les formations professionnelles pour les kinés, en thérapie manuelle beaucoup, en thérapie manuelle viscérale, ce qui m'a amené à m'interroger, à me former sur ces notions de nutrition, micronutrition. Et il y a 2 ans, avant de déménager, j'ai fait le diplôme universitaire de micronutrition à l'Université de pharmacie de Strasbourg. Et puis, j'ai fait d'autres formations dans des milieux non universitaires sur le thème de la micronutrition. Donc, aujourd'hui, mon activité se partage quand même, c'est encore principalement de la kiné libérale conventionnée dans mon village. Et puis, je développe petit à petit une activité de conseil en micronutrition à côté. Ok, donc pas mal de choses. Ouais. Euh, Par rapport à l'association Les Écoquinés, depuis combien de temps ou est-ce que depuis toujours tu as une démarche écologique avec, on va dire, une réflexion sur ta manière de pratiquer dans ton cabinet de kiné et puis voilà. Et ben, moi, je crois, les éco-kinés depuis le début. Enfin, je ne me souviens pas à quel moment j'ai vu le label et la page pour la première fois, mais je me souviens de la première fois que j'ai vu ça et je me suis dit, ah, mais c'est génial, il a une super idée, ce gars. Moi, je me sens sensible à la question écologique à titre personnel depuis très longtemps, mais il n'y a pas vraiment eu d'effet déclencheur, d'éléments déclencheurs. Je pense que c'est très lié à l'époque, c'est générationnel. Moi, j'ai des enfants aussi et mon mari est maraîcher, donc voilà, maintenant en plus on vit en milieu rural, donc pour nous l'écologie c'est vraiment du concret, quoi. C'est une question qui se pose tous les jours. Et en fait, je l'ai intégré dans ma façon de voir mon travail naturellement. Et je trouve très intéressant tout ce que vous faites depuis le début parce que ça permet vraiment de se poser des questions concrètes sur des choses qu'on met parfois à côté de notre préoccupation écologique sous prétexte que c'est professionnel. Donc, c'est génial de pouvoir faire ces liens-là. Et voilà, j'essaie de suivre et de mettre en pratique tout ce que je peux à titre personnel et professionnel. Et tu nous aides aussi pour faire nos articles, notamment sur les vélos. Et Ouais, c'était un super projet. Je me souviens quand tu avais cherché quelqu'un pour le faire, parce que moi, étant strasbourgeoise, le vélo, c'était tous les jours. Et aujourd'hui, moins, mais finalement, ça s'intègre encore dans mon quotidien. Donc, c'était super sympa d'écrire cet article pour les éco-kinés. parfait. Alors, on va aborder le thème de la micronutrition. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà la différence, pour le coup, moi je ne m'y connais pas trop, entre la diététique, la nutrition et la micronutrition? Oui, alors la diététique, il me semble que c'est un terme protégé. Diététicien, c'est vraiment un autre métier que le nôtre. C'est un métier qui est sanctionné par un BTS, donc voilà, c'est complètement autre chose que la kiné. La nutrition, en tout cas la micronutrition, ce que moi je pratique, c'est vraiment particulier dans le sens que on ne s'intéresse pas à la part énergétique de l'alimentation, on ne s'intéresse pas au nombre de calories, aux glucides, lipides, protéines. En tout cas, on ne s'intéresse pas que à ça. On va s'intéresser à tout ce qui n'est pas énergétique, qui n'est pas calorique, donc ce qu'on appelle les micronutriments, qui sont plutôt les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants, les acides gras. On va rentrer beaucoup plus dans le détail. Et donc, c'est l'étude de l'effet de l'alimentation et de la nutrition sur la physiologie et sur la santé. Et c'est en ça que c'est très cohérent avec notre pratique de kiné. Voilà.
Ça marche. Donc, par rapport donc, à l'assimilation justement de ces micros-éléments, on va faire aussi le lien avec l'impact aussi écologique de l'alimentation, le côté, on va dire, qualitatif de l'alimentation en fonction de sa provenance et aussi l'impact sur la survenue de possibles maladies sur lesquelles on va traiter. Toi, par exemple, dans ta manière d'exercer, la micronutrition, elle prend quelle part? Est-ce que tu utilises de la micronutrition avec tous les patients? Est-ce qu'il y a des patients qui viennent te voir juste pour ça? Comment ça fonctionne dans ton cabinet? Ah, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'alimentation, c'est peut-être euh, le biais par lequel beaucoup de gens vont s'intéresser à l'écologie parce que c'est un domaine, on va dire, qui nous touche tous puisqu'on doit tous manger et où vraiment l'écologie va avoir un impact. Par exemple, enfin, un exemple simple, c'est les pesticides. Aujourd'hui, tout le monde est au courant qu'une agriculture qui utilise beaucoup de pesticides, c'est mauvais pour l'environnement, pour la biodiversité, ça pollue les sols, l'eau, la nappe phréatique, etc. Et c'est aussi mauvais pour nous, ça crée des maladies, des cancers, c'est neurotoxique, etc. Donc, l'alimentation, ça fait vraiment le pont entre la question écologique et la question de la santé et de la nutrition. Après, comment on peut l'utiliser? Il y a beaucoup de kinés en fait dans les formations de micronutrition, j'ai pu remarquer. Peut-être parce qu'on est un des professionnels de santé chez qui les gens vont régulièrement et où ils passent du temps et où parfois ils ont plus le temps de poser des questions et ils osent peut-être plus poser des questions aux kinés qu'à d'autres professionnels de santé. Donc on se retrouve parfois face à des questionnements de santé générale auxquels on ne sait pas toujours répondre. Moi, depuis que je suis formée en micronutrition, ça prend vraiment une place importante dans ma façon de voir la santé de manière générale. Donc, je vais facilement donner des petits conseils ou poser des questions ou orienter des réflexions chez mes patients qui viennent en kiné et vraiment qui viennent que en kiné. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément demandeur, donc si c'est pas bien reçu ou si ça n'intéresse pas les gens, j'insiste pas du tout. Et maintenant, moi, maintenant que je suis mieux formée, je fais aussi du conseil en micronutrition pur. Donc, c'est pas forcément mes patients en kiné, ça peut être des gens de n'importe quel horizon, en fait, qui vont venir consulter. Alors, c'est en dehors de toute pratique conventionnée et qui vont faire des consultations uniquement sur ça, qui vont donc me solliciter pour des problèmes vraiment très divers. Ok. Au niveau pour faire juste un point sur tes formations, ce que tu nous as dit, tu as fait un diplôme universitaire et tu as attaqué avant par une formation courte ou continue, ou tu as attaqué directement par un diplôme universitaire? En fait, c'est par. D'abord, j'avais fait quelques modules au sein d'une formation en kiné du sport chez l'organisme Kiné Formation, pour ne pas les citer, parce que j'ai pas de problème à les citer, parce que maintenant je travaille avec eux régulièrement. Donc, ils ont un intervenant qui fait la formation continue avec des éléments de micronutrition, donc on va dire pour débuter. Moi, j'avais eu ce prof pendant mes modules de kiné du sport. Ensuite, j'ai fait plusieurs modules de thérapie manuelle viscérale dans lesquels forcément les questions d'alimentation sont évoquées. Voilà, c'est principalement ces deux aspects-là qui m'ont donné envie d'approfondir et d'aller vers le DU. Et depuis le DU, j'ai fait d'autres choses. Bon, c'est très riche, hein, on n'a jamais fini d'apprendre, donc je lis beaucoup de choses. Il y a beaucoup de formations en e-learning. Depuis l'année dernière, le format e-learning s'est beaucoup développé. En l'occurrence, en micronutrition, ça s'y prête bien parce qu'on n'est pas dans la thérapie manuelle où voilà, on n'a pas forcément besoin d'être en présentiel avec d'autres personnes. Et puis je continue à aller à des formations aussi en présentiel parfois quand il y a des sujets qui m'intéressent, et c'est plutôt sous forme de la formation continue dans des organismes qui ne sont pas toujours spécialisés pour les kinés. En fait, ça c'est aussi intéressant. En micronutrition, on se retrouve souvent avec des professionnels de santé divers, ça peut être des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des ostéopathes, ou ça peut être aussi souvent des naturopathes qui approfondissent et qui cherchent quelque chose d'un petit peu plus scientifique dans leur démarche. Donc c'est très enrichissant aussi de se retrouver avec ces personnes qui sont d'univers différents et qui ont une expérience différente avec les patients aussi.
Ok. Au niveau de ta consommation personnelle, au niveau de ton alimentation, depuis que tu as fait ces formations, est-ce que, vu que tu étais déjà, vu que ton mari est maraîcher, tu avais déjà quand même des bases par rapport à ça, de bonnes bases, et est-ce que ça a changé quelque chose dans ton alimentation? Est-ce que moi j'ai l'image par exemple de prendre des suppléments pour avoir de la vitamine, etc. Ou est-ce que en fait tu sais mieux les trouver dans les aliments de base et mieux choisir tes aliments, ou il faut passer par, j'ai envie de dire, pas des cachets, mais des choses en supplément de ton alimentation. Mm. Alors, oui, effectivement, hein, bah ça rejoint vraiment la question écologique aussi parce que moi, j'avais déjà, comme tu dis, pas mal de notions, je pense. On n'a jamais mal mangé, quoi. Hein. J'ai toujours mangé des produits bruts, des produits bio. Depuis qu'on vit à la campagne aussi, c'est beaucoup plus facile de se fournir en produits directement chez les producteurs. Donc ça, j'ai pas attendu la formation, disons, pour avoir cette démarche-là. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment ce problème d'avoir suffisamment de micronutriments dans notre alimentation via une alimentation voilà, simple. Le problème de l'impact de l'agriculture sur les sols, par exemple, et puis le fait que ben, malheureusement tout est pollué, même si on consomme bio, l'air, l'eau, la pluie va transporter des phytosanitaires. Donc voilà, même si on a une alimentation exemplaire, c'est vrai que ça devient difficile d'avoir des apports en micronutriments vraiment optimaux. Donc, il y a certaines choses pour lesquelles il faut passer par des compléments alimentaires. Ça fait partie un peu de notre conseil quand on fait de la prise en charge en micronutrition. Moi, personnellement, avant toute chose, je corrige toujours l'assiette. Je donne des indications sur des choses à consommer, des vrais aliments. C'est quand même plus simple. Mais par exemple, pour la vitamine D, c'est pratiquement impossible. Enfin, ouais, on va dire que c'est impossible d'arriver à un taux satisfaisant de vitamine D rien qu'en comptant sur son mode de vie et son alimentation. Donc, personnellement, moi, je me supplémente et toute ma famille est supplémentée en vitamine D selon un protocole que je connais bien grâce à mes apprentissages. Sinon, ce que j'ai changé à titre personnel quand même depuis la formation, malgré tout ce que je savais déjà avant, c'est assez emblématique de ce qui se passe dans les formations. C'est assez drôle quand on va en formation plusieurs jours et que tout le monde dort à l'hôtel. Plus on avance dans les formations et plus tu vois le petit déjeuner qui change. Moi, j'ai vraiment changé ma façon de prendre mon petit déjeuner. Avant, j'étais, bah, comme tous les Français de base, plutôt orientée sucré, même si c'était avec des bons produits, du miel, de la confiture maison et tout ça. Et maintenant, je fais le vrai petit-déj micronutritionnel chronobiologique, comme on le recommande, qui est plutôt salé avec les œufs de mes poules, un peu de fromage, un peu de jambon, parfois des crudités, des graines germées, des amandes, voilà, des champignons. Il y a quelques années, j'aurais jamais pensé que je mangeais ça à 8 heures du matin, mais je suis passée à ça progressivement quand même. Mais grâce à tout ce que j'ai pu apprendre et grâce à la compréhension de l'intérêt de faire ça, et je ne reviendrai pas en arrière parce que je suis vachement plus en forme depuis que je fais ça. Ok. Eh ben, je dirais à mon grand-père qui mangeait des rillettes Bordeaux Chanel le matin qu'il avait un peu raison. Ok. Alors, on va essayer de se faire des cas cliniques pour donner Mm. un peu des exemples. Donc, sur notamment des exemples au niveau de pathologies avec des douleurs chroniques. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns et en quoi, quels conseils tu apporterais, même si bon, on va dire que c'est généraliste parce que ça va dépendre aussi forcément du patient et de son environnement psychosocial et compagnie, mais Ouais. sur des pathologies types, par exemple. Alors oui, il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer. Alors et bien sûr, avant toute chose, je rebondis sur ce que tu dis, notre prise en charge à tous les niveaux, mais en micronutrition particulièrement, on fait vraiment, il n'y a pas de protocole, il y a pas de recette toute faite. C'est une prise en charge vraiment qui doit être individualisée et qui doit découler d'un raisonnement intellectuel et qui est basé sur un interrogatoire approfondi au niveau de la clinique, parfois sur des analyses sanguines ou enfin voilà des analyses, on va dire médicales.
même si souvent c'est des choses qui ne sont pas remboursées, donc c'est des choses que les gens font de leur propre chef en fait. Donc c'est des prises en charge individualisées quand on veut vraiment aller loin en micronutrition, mais pour un kiné qui est simplement un petit peu formé et qui veut utiliser ça comme un outil complémentaire dans la consultation en kiné, bah, c'est vrai qu'il y a plein de situations où on se retrouve un peu désemparé. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de kinés dans les formations de micronutrition, parce qu'on a tous eu des patients, bah, c'est souvent les patients chroniques finalement, où ça va présenter un intérêt. Alors on pourrait parler vraiment des maladies chroniques et des maladies dégénératives où sincèrement la micronutrition peut jouer un rôle complémentaire de la médecine, hein. Il n'est pas question de prendre la place des médicaments ou du raisonnement médical, mais ça peut vraiment être un aspect complémentaire. Mais là, il faut être quand même bien formé, il faut être un peu pointu pour prendre en charge ces pathologies-là. Mais on pourrait parler plutôt des patients, de nos patients chroniques qui n'ont pas forcément de diagnostic, qui sont un peu sans étiquette. Par exemple, il y a tous les gens qui viennent avec des problématiques inflammatoires chroniques récurrentes. Je pense qu'on en a tous eu. Les patients qui reviennent plusieurs fois par an avec des tendinites, des bursites, voilà, toutes les maladies en HIT. Et puis, des fois, ça ne s'explique pas par une explication mécanique ou sportive. Si c'est un peu toutes les articulations, à droite, à gauche, ça bouge, ça revient. Et puis, on interroge un peu les gens, on trouve qu'ils ont aussi une gastrite, une sinusite chronique. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui doivent nous alerter. Tous ces syndromes, ces pathologies en HIT, c'est vraiment le problème de l'inflammation chronique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment prendre en charge et soulager par la micronutrition parce que l'inflammation, c'est un processus naturel du corps, normal, nécessaire à la survie. Mais quand ça prend ses proportions et quand on a des gens qui ont une inflammation généralisée, chronique et qui se résout jamais, c'est vraiment qu'il y a un problème métabolique, physiologique en dessous. Et ça, c'est rarement pris en charge par la médecine, à part de donner des anti-inflammatoires. Alors que quand on comprend un peu la physiologie, alors je ne vais pas te faire la physiologie de l'inflammation parce qu'il y en aurait pour des heures, mais quand on comprend un petit peu la logique et ce qui se cache dessous, ben, on comprend qu'il y a souvent des carences micronutritionnelles qui peuvent être à l'origine du fait que cette inflammation ne se résout pas. Il y a les manques en oméga 3 et les manques en antioxydants, qui sont vraiment des molécules qui vont vraiment avoir un impact, qui vont permettre de réguler l'inflammation. Alors, pas comme un anti-inflammatoire, il ne s'agit pas de casser un processus normal, mais vraiment de réguler, donc de permettre à la fonction de l'organisme de retrouver son optimum et donc d'avoir une inflammation qui est régulée, qui existe quand elle est nécessaire, mais qui s'arrête aussi. Et là, on retombe aussi sur des questions parfois écologiques parce que les oméga 3, par exemple, je pense que tu sais que le meilleur conseil alimentaire, c'est manger du poisson. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, manger du poisson, ça veut dire consommer des métaux lourds, des microplastiques. Ça veut dire aussi trouver des sources de poissons qui soient sur le plan environnemental acceptables en termes de pêche durable, de méthodes de pêche, etc. Donc là, c'est vraiment un cas concret où déjà aujourd'hui, on se retrouve un peu dans une impasse quand on fait du conseil micronutritionnel. Manger du poisson 2 fois par semaine, ça ne suffit pas toujours pour remonter les taux d'oméga 3 chez les personnes qui sont très déséquilibrées. Par exemple, chez les femmes enceintes, aujourd'hui, on ne dit plus de manger du poisson 2 fois par semaine parce qu'il y a trop de métaux lourds. Donc, on est souvent obligé de passer par la complémentation, qui sont des huiles de poisson extraites des poissons, hein, mais qui passent par des processus industriels. Donc, ça pose quand même problème. Et puis, les antioxydants qui ont plein de rôles différents dans l'organisme, qui sont un peu des molécules anti-vieillissement, anti-pollution, qui aident à la détox, qui ont plein de rôles importants, mais entre autres, ils vont intervenir sur la manière dont le déclencheur inflammatoire va avoir plus ou moins d'effet sur la cellule. Donc, pour simplifier, on va dire que elles font partie de l'arsenal un peu anti-inflammatoire chez les patients qui sont trop inflammatoires. Donc, des antioxydants, c'est toute une famille de molécules, il y en a plein. Je ne vais pas toutes les citer, mais entre autres, il y en a beaucoup dans les fruits et légumes de couleur. C'est les molécules qui amènent leur couleur, donc l'orange des carottes, le bleu des aubergines et des myrtilles, etc. C'est ces molécules-là qui vont jouer ce rôle antioxydant. Et ça, on sait aujourd'hui que les légumes et les fruits biologiques sont plus riches en antioxydants. Et Ils ne sont pas forcément je te dans tous coupe, les nutriments.
c'est des antioxydants qui seront souvent contenus dans la peau d'ailleurs, non? Par rapport à Dans ça. la peau des aliments, bah, c'est la couleur. Donc oui, si tu enlèves la peau des aubergines, effectivement, il n'y a plus beaucoup de couleurs. Ouais, mais Et, euh, on revient justement à l'impératif d'avoir des fruits et des légumes bio, voire encore mieux que bio, pour que du ouais. jardin, par exemple, pour pouvoir les consommer entiers. Et c'est vrai que quand on épluche une pomme, finalement, derrière, il reste plus, il reste beaucoup moins de choses intéressantes pour le corps. Ouais, c'est vrai que le conseil souvent c'est de consommer les fruits et les légumes avec la peau. Alors il n'y a pas que pour les antioxydants, c'est aussi pour d'autres choses, pour les fibres, etc. Mais effectivement, les pesticides vont rester beaucoup dans la peau et dans les enveloppes des végétaux. Après, vraiment, les antioxydants, ça a été démontré, puisqu'il y a eu des études qui ont cherché à démontrer que les fruits et légumes bio étaient plus ou moins riches en micronutriments. Et en fait, dans l'agriculture biologique, ça ne permet pas forcément d'avoir une plus grande densité micronutritionnelle, c'est-à-dire pas forcément plus de vitamines ou de minéraux. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Mais bon, sur ce sujet, j'ai fait une très longue vidéo avec une collègue naturopathe, donc je ne veux pas trop m'étaler sur ça. Si ça intéresse les spectateurs, ils pourront aller voir. Mais par contre, on a pu montrer que ça contenait plus d'antioxydants, parce qu'en fait, les antioxydants sont un peu les défenses naturelles du végétal contre les agressions climatiques. Et donc, bah, comme en bio, elles sont un petit peu moins protégées, moins surprotégées par les phytosanitaires. Elles vont développer plus de défense. Et donc, ces défenses nous sont profitables à nous. Donc, on va consommer plus d'antioxydants quand on mange des fruits et des légumes bio. Mais il faut aussi que ça vienne. Bon, donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça peut être bio et plus que bio. Moi, j'en parle souvent. On peut aller dans la biodynamie, la permaculture, en tout cas non traitée, une agriculture écologique si possible. Le bio n'est pas forcément une garantie d'une agriculture écologique. Ça, il faut vraiment se rapprocher des producteurs pour bien le comprendre. Et puis, il faut aussi que les fruits et les légumes aient été cueillis à maturité. Et donc, pour ça, il ne faut pas qu'ils aient beaucoup voyagé. Donc, on retombe encore sur nos exigences écologiques. Et puis, c'est très cohérent puisque finalement, ce qu'on va donner comme conseil par rapport à la consommation d'antioxydants aux patients, c'est manger beaucoup de fruits et légumes, manger des couleurs variées, une assiette colorée, des produits bio, locaux et de saison. Donc, ça va, on est vraiment dans notre exigence écologique aussi, donc c'est très cohérent, heureusement. Et oui, du coup, par rapport à la peau, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être conseillées très facilement à tous les patients. Donc, ça, c'est des conseils qui sont pratiques et très vite mis en place. J'avais aussi une question sur, on parle, on m'a parlé du rapport aussi acido-basique du corps. Parfois, on vulgarise souvent, ah bah, cet aliment, il est basique, cet aliment, il est acide. On s'éloigne aussi de la propriété acide comme un citron est acide. C'est plus ça, c'est au niveau des réactions chimiques. Et est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous tenez beaucoup compte, ce rapport-là? L'équilibre acido-basique, c'est quelque chose qui est pris en compte dans le bilan micronutrition, oui. C'est vrai que souvent les patients en entendent parler dans la vulgarisation. C'est vrai que les naturopathes, par exemple, vont plus facilement parler de ça. Mais ça fait partie de toutes les choses qu'on prend en compte quand on fait un bilan sur la clinique et sur les apports nutritionnels d'un patient. Alors effectivement, c'est important de le souligner, comme tu l'as dit, ça n'a rien à voir avec le goût, hein. En fait, c'est à voir avec ce que ça fait à notre organisme au niveau métabolique, cellulaire. Donc le citron qui a un goût très acide, en fait, il est très alcalinisant. Donc il n'y a pas de problème d'acidité avec une consommation de citron. Globalement, un peu ce qu'on retrouve pour simplifier et pour que les kinés se rendent compte des cas qu'ils voient avec leurs patients. Ces patients qu'on appelle en acidose métabolique, c'est justement un peu ceux qui sont toujours un peu en hyperinflammation. Ça peut aussi avoir un lien avec certains syndromes, certaines pathologies digestives. L'acidose métabolique va être beaucoup plus liée à la surconsommation de produits animaux, trop de viande, trop de produits laitiers, avec pas suffisamment de végétaux, en particulier légumes verts, et puis pas suffisamment de graisse. Dans l'alimentation occidentale moderne, on est quand même, on a beaucoup diabolisé les graisses, donc les gens souvent ne mangent pas suffisamment de graisse, ou en tout cas que des mauvaises graisses.
Et au contraire, les patients, nos patients, si on les interroge, vont avoir souvent mangé beaucoup plus de glucides. Et en particulier, il y a une notion qui nous est chère en micronutrition, c'est l'index glycémique, c'est-à-dire qu'un glucide n'est pas égal à un autre. Ce qui compte, c'est la façon dont ce glucide va interagir avec notre organisme. Et tous les éléments, les aliments qui ont un index glycémique élevé vont nous faire sécréter beaucoup d'insuline. Donc, c'est ce mécanisme qui est à l'origine de l'insulinorésistance, puis éventuellement du diabète, qui est vraiment une pathologie qui a explosé dans la civilisation occidentale, qui arrive maintenant de plus en plus tôt. Donc, c'est vraiment lié à notre mode de vie exclusivement. Et l'insuline, la production excessive d'insuline va aussi avoir un effet plutôt pro-inflammatoire. Donc ça, c'est l'autre aspect sur lequel on peut investiguer tous nos patients qui sont comme ça un peu en hyperinflammation chronique. C'est chercher leur consommation de produits hyperglycémiants. Donc ça peut être les sucres directs, mais aussi tout ce qui est raffiné, les produits raffinés, les farines blanches, le pain blanc. Et en fait, on retrouve souvent là-dedans les plats préparés, les aliments ultra transformés qui sont mauvais pour la santé à différents niveaux et qui sont aussi hyper anti-écologiques parce que c'est souvent des produits qui sont très emballés, très transformés, qui ne respectent pas du tout la biodiversité, l'écologie, ni les humains en fait. Donc ça, c'est aussi un conseil très simple avec lequel on ne se trompe pas. On ne peut pas se tromper. C'est dire à nos patients de limiter la consommation de produits ultra transformés, de produits préparés, de produits hyperglycémiants et aller globalement vers une alimentation plus brute et cuisiner soi-même. Et du coup, on consomme des choses plus saines et on est plus, plus concerné par la qualité nutritionnelle de ce qu'on mange souvent. Alors, on a parlé des patients par rapport à des douleurs chroniques. Au niveau du stress, parce que c'est vrai que ça, c'est une notion, moi, dans mon exercice, où j'ai commencé à la prendre de plus en plus en compte, notamment dans le bilan initial du patient, et de savoir sa qualité de sommeil, son stress, est-ce qu'il se rend compte s'il est stressé? Est-ce qu'il se rend compte s'il est stressé, d'où ça vient, professionnel, personnel, etc. Et je trouvais que c'était un nœud essentiel. Là-dessus, la micronutrition, tu agis comment sur cette donnée-là qui concerne tout le monde, hein? Bah oui, je suis d'accord avec toi. Surtout depuis l'année dernière, moi en tout cas, à titre personnel, j'ai jamais vu des gens aller aussi mal moralement, disons, tous mes patients, quoi. Ça fait 14 ans que je travaille et j'ai jamais vu autant de souffrance psychique, j'ai l'impression, ces derniers mois. Donc, effectivement, le côté émotionnel, mental, psychique, c'est pas quelque chose, c'est pas mon métier, hein, ni en tant que kiné, ni en tant que micronutritionniste. Il faut absolument pas négliger la prise en charge, je pense, psycho-émotionnelle. Il y a plein de professionnels pour ça, que ça soit dans le corps médical ou à côté, hein. Moi, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs ces questions et je suis en train de préparer un podcast pour Kinéformation autour de ça, autour des différentes approches psycho-émotionnelles pour savoir un peu comment réorienter nos patients. Après, à l'échelle de la micronutrition, on peut quand même faire des choses. C'est quand on connaît un peu la physiologie. Il y a ma fille qui veut montrer son dessin. Ah bah, qu'elle nous montre le dessin. Alors, c'est une licorne. Voilà. Non, c'est un Pégase. Ah, c'est un Pégase. Ah, c'est un Pégase. Ouais, c'est Un très, très Pégase, joli, très ne vole coloré. Voilà. Donc, j'étais sur un sujet sérieux, désolée. Quand on connaît un peu la physiologie du stress et ce qui se passe à l'échelle de notre organisme quand on a vraiment une souffrance psychique importante, il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut conseiller. Il y a des choses simples, hein, les micronutriments comme le magnésium, où l'étude Sulimax avait montré que plus de 70% de la population était en carence, en déficit de magnésium. Et le magnésium a un effet sur la gestion du stress. Après, il faut être capable d'identifier quel est le problème. En fait, est-ce que c'est une surcharge de stress qui est mal gérée par l'organisme? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont avoir une vie, si on regarde les éléments de leur vie, beaucoup de responsabilités. Voilà, on peut avoir une vie très stressante et en fait très bien gérée à l'échelle de l'organisme et puis mentalement. Et puis, il y a des gens qui craquent
pour une stimulation qui pourrait sembler basse à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ça dépend des personnes. Donc, le fait d'avoir trop de stress, donc, ça va créer un excès de cortisol. Et à l'inverse, quand on est en burn-out, quand on a poussé vraiment la situation à son maximum, on va avoir un effondrement du cortisol. Donc ça, il faut quand même bien connaître la physiologie pour être capable de le prendre en charge. Mais en phytothérapie, on peut faire des prises en charge qui sont vraiment très efficaces. Voilà. Après, je pense qu'il faut rester à sa place aussi et pas négliger de renvoyer vers un autre professionnel qui peut aussi avoir ce côté, cette prise en charge psycho-émotionnelle. Il y a aussi des outils simples qui peuvent faire partie des outils qu'on peut utiliser pendant une séance de kiné. Je pense par exemple à la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si tu connais, si tu l'utilises, mais c'est un outil très simple. On peut conseiller aux patients de télécharger des petites applications de respiration. C'est des exercices de respiration en fait qui permettent vraiment par exemple, de diminuer la tension artérielle. Pour les patients qui souffrent d'hypertension, c'est vraiment quelque chose qui est médicalement prouvé. C'est un outil simple et nous, on est bien placé en tant que kiné quand on fait nos séances, quand on prend le temps de faire les séances avec les patients en individuel pour leur faire des exercices de respiration. Et c'est simple, mais pourtant, c'est très efficace. Ok. Je connaissais de nom, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Donc ça, avec des applications, en plus, ça permet de pouvoir guider vers l'auto-rééducation du patient et de Ouais, l'autonomiser. il y a cet aspect d'autonomisation du patient. Alors après, sur cette question, nous, on est en train de préparer une formation, justement, une formation en ligne avec 2 collègues sur la prise en charge du stress pour les professionnels de santé. Alors avec cette orientation en micronutrition, parce que c'est notre spécialité à tous les 3. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet sur lequel on peut dire plein de choses et on peut vraiment former les professionnels qui sont en première ligne, comme les kinés, pour les alerter sur ce problème et pour les aider à prendre en charge les patients. Et la composante émotionnelle, la composante de stress, elle va aussi jouer un rôle dans toutes les autres pathologies, on va dire les vraies pathologies reconnues par les médecins. Et puis, je pourrais dire aussi un mot des syndromes sur lesquels il n'y a pas de diagnostic réel, mais qui sont des syndromes douloureux, comme par exemple la fibromyalgie. C'est aussi une pathologie où je pense que beaucoup de kinés ont des patients qui sont diagnostiqués fibromyalgiques. On les envoie chez le kiné pour essayer de trouver des solutions un petit peu palliatives à ce syndrome dont on ne comprend pas bien en fait le fonctionnement. Et là, il y a un auteur qui est très connu et reconnu en micronutrition qui s'appelle Denis Richet, qui s'est vraiment fait une spécialité de ce syndrome et qui a écrit un livre vraiment très accessible et très intéressant. Et en fait, c'est vraiment tout l'essence de la micronutrition, c'est ça, c'est vraiment d'individualiser la prise en charge et de comprendre l'anomalie physiologique qu'il y a là-dessous. Et par exemple, dans la fibromyalgie, c'est vrai qu'on n'est pas dans un déclencheur pathogène, mais dans le déséquilibre de plein de fonctions du microbiote, par exemple. Bon, ça, je n'ai pas encore évoqué ce terme, mais c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Le microbiote intestinal, il y a plein de publications qui... Attends, stop, parce que c'est pas facile de parler comme ça. Reste assise ici. Il y a plein de publications scientifiques qui mettent en lien le microbiote intestinal et puis plein de pathologies, de dysfonctions. Donc, par exemple, dans la fibromyalgie, on retrouve cette question-là. On retrouve la question aussi de l'équilibre des neurotransmetteurs. Donc, en fait, c'est vraiment tout le fonctionnement du cerveau. Et en fait, on a un levier d'action formidable avec l'alimentation, la prise en charge du stress, la supplémentation dans les carences micronutritionnelles, alors, en particulier le magnésium, et puis bon, il y en a plein d'autres. Ça demande bien sûr d'individualiser la prise en charge, mais on peut avoir des résultats vraiment on va dire, de rémission clinique absolue, là où la médecine finalement a vraiment rien à proposer à ses patients. Donc c'est quand même hyper prometteur, quoi. Justement, tu parlais de cet auteur. Est-ce que tu aurais, pour ceux qui veulent déjà se faire une idée avant de s'engager sur, pourquoi pas, une formation avec toi ou sur un diplôme universitaire, est-ce que tu aurais des livres à conseiller là-dessus qui pourraient être une bonne base? Moi, je sais, par exemple, j'avais lu, alors j'hésite entre les deux, mais il y avait le charme de l'intestin qui avait quand même posé des bonnes bases
justement sur le deuxième cerveau un peu qu'on a dans le ventre. Mais sur la micronutrition, sur l'impact de ces micro-éléments-là, est-ce que tu aurais un ou deux que tu recommandes? Il y en a plein et en même temps, il n'y en a pas beaucoup qui sont faciles à conseiller pour vraiment mettre un premier pied à l'étrier là-dedans. Ouais, Le charme discret de l'intestin, c'est un livre qui est sorti il y a 5 ou 6 ans, qui est vraiment intéressant dans le sens de la vulgarisation scientifique pour amener cette question du microbiote un peu à la portée du grand public. Ce n'était pas forcément un livre qui était à destination des professionnels de santé, mais je le conseille plus facilement aux patients en fait qu'aux kinés, celui-là. Puis bon, il est un petit peu daté, je crois qu'il y a une nouvelle édition. Le problème dans ce domaine-là, c'est que enfin en tout cas sur le domaine du microbiote intestinal à proprement parler, il y a tellement de publications, la recherche va tellement vite qu'en 3-4 ans, c'est assez vite dépassé. Mais bon, je crois qu'il y a une nouvelle édition qui est sortie. Moi, j'aime beaucoup les livres de Denis Richer. Alors, il a écrit plein de livres vraiment pointus. Il y en a, sa première spécialité, c'est sur le sport. Donc, il y a plusieurs livres qui sont vraiment pour les passionnés parce que c'est très, très, très pointu en termes de physiologie sur le sport. Et il y a ce livre sur la fibromyalgie que j'aime beaucoup, que je prête très souvent aux patients. Donc, bon, il faut quand même que ce soit des patients intéressés ou alors avec un bagage scientifique parce que ça demande quand même de s'accrocher un peu au niveau de la lecture. Mais c'est fait quand même pour être compréhensible par le plus grand nombre. Et le dernier livre qu'il a sorti, justement, c'est sur le microbiote et le cerveau, qui est aussi assez accessible avec des explications. C'est pas que de la physiologie, il y a vraiment des explications avec des anecdotes dans le milieu du sport en particulier parce que c'est le milieu dans lequel il travaille. Donc ceux-là sont assez intéressants. Après, moi j'ai lu surtout des livres, enfin, j'ai lu pas mal de livres d'auteurs américains parce que aux États-Unis il y a des psychiatres qui sont formés en nutrition. Donc il y a des livres qui sont assez connus quand même dans le milieu anglo-saxon. Il y a David Perlmutter qui a écrit des livres, enfin il y en a un qui s'appelle en anglais Grain Brain, je crois qu'en français la traduction c'est glucides qui menacent votre cerveau. C'est aussi un livre plutôt de vulgarisation grand public qui explique pourquoi notre alimentation moderne est en partie responsable de toutes les maladies neurodégénératives. Je trouve assez intéressant. Après, c'est un petit peu extrémiste aussi, c'est-à-dire que c'est quand même souvent des gens qui ont un point de vue médical assez inédit à défendre et donc ils vont souvent un peu loin. Donc c'est intéressant, mais il faut aussi tempérer avec d'autres aspects ou avec la réalité de la vie, quoi. Il y a Natasha Campbell McBride qui est une autrice, une psychiatre américaine qui s'est fait une grande spécialité des troubles du spectre autistique, de l'autisme, voilà, donc qui propose une prise en charge nutritionnelle de l'autisme, mais qui est vraiment très extrême aussi. Mais bon, c'est intéressant de savoir que ça existe. Il y a Nathalie Champoux, qui est une maman canadienne, qui n'est pas une professionnelle de santé. Ça, c'est un livre sympa, c'est des livres sympas pour le grand public ou pour des kinés qui veulent un petit peu découvrir comment ça marche. C'est une maman qui a eu 2 enfants autistes et qui a renversé le diagnostic par l'hygiène de vie et l'alimentation. Donc c'est assez bouleversant à lire, quoi, et ça donne pas forcément les clés pour le faire parce que ça demande beaucoup de connaissances, mais c'est un témoignage. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà. Après j'ai mon collègue Bruno Méret avec lequel je vais faire la formation sur le stress, qui sort un livre sur l'inflammation et le système immunitaire là dans pas longtemps, je crois. Il y a Dr Curté. Après, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles sur Facebook ou via des sites. Il y a Dr Curté, Dr Résimon, l'Institut européen de micronutrition qui publie un magazine régulièrement, enfin, qui est accessible en ligne, les échos de la micronutrition. Il y a plein de choses. En fait, il faut commencer un peu à suivre les gens qui sont référents et puis après, on trouve des liens les uns vers les autres. Et les livres qui sont, je trouve, vraiment intéressants, souvent, c'est des publications un petit peu discrètes, quoi. C'est pas forcément des livres qui vont être des best-sellers derrière. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans tous les sujets. Les gens qui sont très compétents ne sont pas forcément des gens qui sont des bons marketeurs. Des bons Et d'ailleurs, communicants.
D'ailleurs, à l'inverse, aujourd'hui, enfin, je sais pas si c'est le cas partout. Je pense que moi, c'est lié à mon historique de recherche sur Internet, mais je suis bombardée de pubs pour des formations. Devenez conseiller en nutrition en 3 heures, pris en charge intégralement par la formation continue, etc. Bon, il y a aussi un boom. Je pense que les patients, le grand public est assez conscient de l'impact positif que peut avoir l'alimentation sur la santé. Ça intéresse beaucoup les gens et du coup, il y a aussi tout un business autour qui n'est pas forcément très sérieux. Donc, il vaut mieux aller vers des gens qui ont de l'expérience, pas forcément des diplômes universitaires parce qu'il y a des diplômes, enfin, il y a des formations non diplômantes, non universitaires qui sont très pointues et très bien. Mais en tout cas, des gens qui sont reconnus et qui ont de l'expérience et qui ne sont pas forcément en train de faire de la pub de manière outrageuse en permanence, quoi. Faut se méfier un petit peu, je pense, du côté publicité. Oui, et puis faut faire attention aussi à tout ce qui est dogme un peu, ou voire religieux. Et je pense Complètement. qu'il faut rester à l'équilibre, avoir différents avis et puis aller aux informations. Ok, et ben j'ai l'impression on a bien fait le tour. Enfin, on a fait le tour, non, on pourrait dire beaucoup plus de choses, ça, c'est sûr. Ah bah, Mais je pourrais dire beaucoup de choses sur la micronutrition. Après, une formation de micronutrition, c'est des heures et des heures de formation, donc on n'était pas là pour ça. Mais en tout cas, il me semble que c'est quelque chose qui est vraiment cohérent avec la préoccupation écologique et cette façon d'envisager notre métier et la prise en charge de la santé des patients. Donc, bah, je pense qu'il y a de plus en plus de kinés dans les formations de micronutrition et puis il faut que ça continue parce qu'on a vraiment besoin de cette qualité-là pour la prise en charge des patients, quoi. ça marche. Et ben ça sera le mot de la fin parce que je sens que Pegasus alors, n'en peut plus. Et merci beaucoup Elsa en tout cas. C'était l'inauguration d'une vidéo sur un joli thème. Et puis bonne continuation à toi. Bah merci, toi aussi. Bon voyage à vélo, 100% éco-kiné. Salut Elsa.